Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc moi je suis Yoann Pascal, je travaille chez Beldon Communication sur un projet qui s'appelle Linphone. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est un projet de open source de communication. C'est un projet qui existe depuis longtemps. Rapidement, ce dont on va parler, c'est quelles sont les exigences de sécurité d'un échange de messages qui doit être chiffré bout en bout. Donc il y a quand même plusieurs propriétés dont on a besoin. Ensuite, rapidement une présentation du protocole. Donc le protocole qu'on a développé nous s'appelle LIME, comme Linphone Instant Messaging Encryption, qui est un dérivé du protocole Signal, qui est largement utilisé. Ensuite, comment on l'a intégré dans Linphone, parce qu'on a dû étendre un peu le protocole pour modifier quelques propriétés. Et enfin, la détection de l'attaque de l'homme du milieu. Donc rapidement, je disais Linphone, c'est un produit qui existe depuis 20 ans, c'est un projet open source. Autour de Linphone, depuis 2007 ou 2008, je crois, a été créée une société, Beldon Communication, donc avec maintenant une quinzaine d'ingénieurs qui bossent à temps plein dessus. Donc c'est un projet assez dynamique avec beaucoup de développement. Donc c'est disponible sur toutes les plateformes, enfin toutes les plateformes, sur beaucoup de plateformes. Ça suit a priori que des standards SIP, donc pour audio, vidéo et les messages. Enfin le plus possible, disons, dans la mesure de ce que fournissent les standards SIP. Et enfin, récemment depuis quelques années, on a ajouté les groupes de discussion et les conférences. Et ça supporte aussi le multi-device. Par multi-device, j'entends que vous pouvez avoir un seul compte utilisateur et l'installer sur plusieurs téléphones, un ordinateur, tout en même temps avec un seul compte, contrairement à ce qu'on peut avoir sur, par exemple, le Signal ou WhatsApp, qui eux sont liés à un appareil. Donc autour des Linphone, il y a aussi bien sûr, il faut un serveur, donc le serveur SIP, le proxy SIP qui s'appelle FlexiSIP. Et vous pouvez, je vous encourage même à utiliser le service SIP gratuit qui est mis à disposition donc, par Beldon Communication. En vous enregistrant sur sip.linphone.org qui vous donne accès gratuitement à un compte pour communiquer en audio, en vidéo, en message. Voilà. Alors donc les exigences de sécurité. Donc évidemment le chiffrement de bout en bout, donc ça c'est quelque chose qui c'est le but du protocole, c'est donc rapidement c'est que seuls les utilisateurs qui écrivent les messages et les destinataires ont accès aux messages déchiffrés. Donc c'est-à-dire que l'opérateur qui fournit le service, donc là dans le cadre linphone.org mais n'importe qui a le serveur, n'a à aucun moment accès aux clés de déchiffrement du message. Donc pour ça, il faut aussi authentifier les expéditeurs et les destinataires pour être sûr que celui qui expédie un message est bien celui qu'on pense et celui qui le reçoit est bien le destinataire officiel. Donc les deux grandes propriétés de confidentialité importantes, c'est la confidentialité persistante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment ou l'autre le téléphone est compromis, l'agence ou l'opérateur qui a compromis le téléphone ne va pas pouvoir déchiffrer tous les messages passés au cas où il aura enregistré par exemple les échanges chiffrés comme c'est largement possible et probablement fait d'ailleurs par certaines agences. Donc ça c'est un des points essentiels du protocole. Le protocole permet aussi la confidentialité future, c'est-à-dire que si justement le téléphone est compromis à un moment, à l'insu de l'utilisateur, par exemple si le téléphone est cloné avec toutes les données dedans, peut-être qu'une clé de déchiffrement sera disponible par un attaquant, mais ça ne lui laissera pas la possibilité de déchiffrer les messages qui seront échangés dans le futur. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est de limiter au maximum l'impact d'une compromission d'un téléphone, ou d'un ordinateur, pour que ça ne serve à l'attaquant qu'au moment où il opère son attaque. Et enfin, un dernier point qui est souvent un petit peu sous-évalué, c'est la transparence pour l'utilisateur. C'est-à-dire que le fait d'avoir accès à toutes ces propriétés de sécurité doit être le plus transparent possible pour l'utilisateur. Il ne doit pas avoir quelque chose de particulier à faire. Parce que dans la pratique, en fait, les gens ne le font pas. Si ça ne se fait pas tout seul, s'il y a quelque chose de particulier à faire, personne ne le fait. Donc alors je vous le disais, c'est basé sur le protocole Signal. Le protocole Signal, qu'est-ce qu'il fait lui? Il procure ce chiffrement de bout en bout. Les confidentialités persistantes et futures. Asynchrone, alors asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous pouvez démarrer une conversation chiffrée avec quelqu'un qui n'est pas en ligne à ce moment-là. Ça c'est aussi important parce que évidemment, vous n'avez pas envie d'attendre que quelqu'un soit connecté en ligne pour pouvoir lui échanger un message la première fois ou même les autres fois. Pourquoi on s'est basé sur ce protocole? Tout simplement parce qu'en fait il a été très étudié, il est largement déployé, c'est lui qui est à la base de Signal, qui est quand même très déployé, c'est lui qui est à la base aussi de WhatsApp. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont penchés dessus et a priori il a été très analysé et personne n'a trouvé de faille jusqu'à ce jour. Donc déjà on partait sur une bonne base. Et en plus c'est très bien documenté, il y a une implémentation open source qui n'est pas celle qu'on a prise parce que, pour d'autres raisons, mais les documents qui détaillent le protocole sont disponibles en ligne, sont très clairs, très facile. Alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on l'a complété justement parce que ce protocole là lui est basé sur un point. Donc on l'a complété nous pour pouvoir avoir un seul utilisateur qui envoie des messages à plusieurs devices et qui a lui-même plusieurs devices. Et on l'a complété aussi pour avoir les conversations de groupe avec confidentialité future. Ça je reviendrai parce que le protocole original existe pour faire du point à point, enfin un device vers un device. Ensuite Signal et WhatsApp eux ont rajouté dessus
une couche pour faire des conversations de groupe chiffrées, mais leur extension pour supporter ça fait qu'on perd la propriété de confidentialité future. Sinon on trouvait ça un peu dommage. Et donc on a un peu dévié de ce qu'ils ont fait eux, tout en gardant quand même le protocole de base. Et on a rajouté aussi un système qui, à notre avis, fonctionne beaucoup mieux pour identifier les utilisateurs les uns avec les autres. Donc rapidement, comment ça marche? Je vais aller très vite parce que comme on est un peu en retard. Le protocole signal est divisé en deux parties. Une partie qui gère l'échange des clés initiales. C'est-à-dire qu'au début, moi je suis un device, je veux envoyer un message à quelqu'un, il faut que je me procure les clés de l'autre device pour pouvoir chiffrer vers ce device-là. Donc ça passe par un serveur de clés sur lequel chaque appareil va publier une série de clés. Donc il y a la principale qui va être la clé d'identité, qui va être une clé qui est associée à un appareil pour toute la durée de la vie de l'application. Et donc ça permet d'avoir un chiffrement asynchrone et ça associe donc les participants à leurs clés publiques. Ensuite, le chiffrement lui-même, la gestion des clés, ça c'est un autre morceau du protocole qui s'appelle Double Ratchet. Et donc ça procure les propriétés de confidentialité persistante, dans le sens où chaque message est chiffré avec une clé différente, qui est dérivée de la précédente, mais qui est dérivée avec une fonction d'hachage, donc il n'y a pas de retour possible. Une fois que la clé a été utilisée, elle est éliminée du téléphone. Et donc même si quelqu'un arrive et retrouve une clé, il ne pourra pas déchiffrer les messages qui ont été précédemment chiffrés, parce qu'ils sont tout bêtement plus disponibles, en fait, c'est plus possible de les avoir. Et donc ça c'est un premier ratchet. Et le deuxième ratchet, c'est le ratchet Diffie-Hellman, qui fait que chaque nouveau message, chaque échange envoyé contient une clé publique qui va servir, en se basant sur la clé publique précédente du partenaire, à en dériver un nouveau morceau du secret. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une réponse, en fait, même si quelqu'un a eu la clé d'avant, s'il n'intercepte pas le téléphone avec cette réponse-là, il ne pourra pas déchiffrer le message futur. Donc ça, c'est une bonne partie de ce qu'on voulait. Donc plus simplement, comment ça marche? Il y a un téléphone qui va publier ses clés sur un serveur de clés. Ensuite, Bob, lui, il va vouloir envoyer un message à Alice. Il va commencer par demander les clés au serveur de clés, qui va lui répondre avec un set de clés. Donc, il y aura identité, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu long. Il va créer une session, chiffrer un message, l'envoyer au serveur SIP, qui lui est en charge de router tous les messages, de les appels, tout ça. Le serveur SIP va le router vers le téléphone d'Alice, qui va elle aussi créer une session avec les informations qui sont contenues dans le message, et déchiffrer le message. Et ensuite, éventuellement, elle pourra répondre. Donc là, la session a déjà été créée, donc elle a juste à chiffrer sa réponse. Et le serveur fait suivre. Donc cette librairie est disponible en open source, bien sûr, sinon je ne serais pas là pour la présenter. Ça a été écrit en C++. Alors la différence aussi par rapport à l'implémentation de Signal, c'est que nous on supporte deux types de courbes. Alors, tout est basé sur la cryptographie à courbe elliptique. Et l'implémentation de Signal ne supporte que la courbe 255-19, qui est à peu près la sécurité d'un AES 128. Et par contre, dans leur document, la présentation du protocole, ils parlent aussi de la courbe 448, qui est une courbe avec un niveau de sécurité un peu plus élevé. Donc nous, notre implémentation en tant qu'AES, on a supporté les deux, donc après c'est au choix de l'utilisateur. Donc les deux ne sont pas compatibles évidemment, donc il faut faire une installation soit avec une courbe, soit avec une autre, mais la lib le permet. L'autre chose qu'on a fait, c'est que cette lib, en fait, elle est indépendante complètement de l'Infone. En réalité, donc nous, après, on l'a intégré avec SIP, l'Infone, FlexiSIP et tout ça. Mais vraiment, tout ce dont tu as besoin de cette lib, c'est d'avoir un identifiant unique par appareil et un protocole de communication avec un serveur de clés où stocker ses clés ou aller en demander. Donc on a rajouté des API en C++, c'est celle qui est native, en C, en Java, en Python, pour que n'importe qui puisse l'utiliser simplement. Alors comment l'intégrer dans l'Infone? Je vous disais, ça commence par une identification des utilisateurs. Donc je ne sais pas si vous êtes trop familier avec le protocole SIP, mais le protocole SIP fournit une adresse par utilisateur. Et ensuite, il y a une extension à ce protocole qui fournit un GRU, donc un identifiant unique par appareil. Donc chaque appareil de chaque utilisateur est identifié uniquement par la base de son SIP plus un identifiant d'appareil. Voilà, ça c'est du standard SIP complètement. Donc la librairie communique avec le serveur de clés, bon, c'est évidemment uniquement en TLS, et les utilisateurs sont authentifiés soit par certificat client, soit en digest-auth classiquement. Ça c'est disponible. Ça c'est donc l'Infone qui le fait et le serveur de clés. Et ensuite, ce qui gère donc le routage, la gestion des utilisateurs, qui est membre d'un groupe, qui fait quoi dans un groupe, ça existait déjà, ça a déjà été fait une première étape de façon non chiffrée de bout en bout dans l'Infone, et donc c'est FlexiSIP qui va gérer les conférences qui participent et qui route les messages chiffrés. Donc il le fait en envoyant le message sans pouvoir les déchiffrer bien sûr. Donc pour les groupes, du coup, comment ça marche? C'est un peu plus compliqué. Donc là, on reprend notre exemple du début.
Sauf qu'il y a Bob qui veut créer une chatroom avec Alice, ils ont chacun un seul device. Donc il demande au serveur, au proxy SIP de créer une chatroom. Le serveur lui répond avec la liste des appareils communicants, parce qu'au début Bob n'est pas censé savoir qu'Alice a un seul device, il lui répond, bon, dans la chatroom il y a Alice 1 et Bob 1. Et Bob ensuite va vouloir envoyer un message à Alice, il demande la clé au serveur, qui lui répond, il fait son message chiffré, et il envoie ça à Alice. Donc ça c'est finalement la même chose que tout à l'heure pratiquement, sauf qu'ils sont une chatroom avec juste deux appareils participants. Ensuite ils en ont installé plus. Donc Alice, elle, son device, Bob le connaît déjà, et entre-temps se sont rajoutés tous ses devices pendant que Bob n'était pas connecté. Quand Bob va se connecter, le serveur va lui envoyer une notification pour lui dire « Attention, dans ta chatroom, maintenant, il y a tous ces devices participants. » Donc là, Bob, il va vouloir envoyer un message à tout le monde, à la chatroom. Il va demander les clés, mais alors il demande uniquement celle qu'il ne connaît pas, parce que celle d'Alice, il la connaît déjà, il a déjà une session, donc il demande les clés qu'il n'a pas au serveur de clés, qui lui répond, il chiffre ses messages, et il les distribue à tout le monde. Alors, maintenant, on va voir la structure du message chiffré, parce que justement, comment ça marche, comment ça marchait sur WhatsApp ou Signal et ce qui ne nous a pas plu, c'est que pour les messages de groupe, en fait, sur WhatsApp ou Signal, il y a un petit protocole qui permet d'établir une clé pour tout le groupe. Donc cette clé ne bouge jamais, et donc il n'y a plus de double ratchet pour un groupe. Il y a seulement un ratchet symétrique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la confidentialité persistante, mais plus la confidentialité future. Donc c'est plus simple à gérer évidemment. Donc la clé change uniquement quand un participant arrive ou un participant sort. Nous, en fait, un groupe, c'est le serveur proxy qui gère les participants au groupe. Et en fait, les sessions de chiffrement finalement sont de 1 vers 1 systématiquement. Donc pour optimiser un peu la chose, comment ça marche, c'est qu'en fait on ne chiffre pas directement le message vers chaque participant. On prend le message en clair, on dérive une clé aléatoire et on le chiffre, on obtient un message chiffré. Et ensuite, ce message chiffré, on va chiffrer la clé aléatoire qu'on a générée, donc qui sont assez courtes et qui font entre 32 et 16 ou 32 octets selon le niveau de sécurité qu'on a choisi. Et du coup, on va générer notre message chiffré avec la clé aléatoire et en fait, on va chiffrer la clé directement pour chacun des destinataires. Et ensuite, le serveur va lui tout recevoir et expédier à chacun des destinataires uniquement la partie qui va lui permettre de déchiffrer ce qui le concerne. Parce que le contenu du message, évidemment, est chiffré. Par contre, les métadonnées, c'est-à-dire qui envoie quoi à qui, ça, forcément, pour pouvoir router le message, il n'y a pas moyen de le chiffrer. Ça. Le serveur est forcément au courant. Donc le serveur sait qui parle à qui, mais il ne sait pas ce qu'on se raconte. Voilà. Alors, donc du coup, l'avantage de ça, c'est qu'on garde la propriété de confidentialité future. L'autre avantage aussi, qui est un peu plus, qui semble moins important, mais qui l'est beaucoup, c'est que le téléphone, il chiffre pour une liste de destinataires qu'il connaît. C'est-à-dire que dans la solution où on chiffre avec une clé qui est partagée par tout le groupe, finalement, dans le groupe, s'il y a des gens qu'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir en fait qui va vraiment pouvoir déchiffrer. Parce que la clé a pu être distribuée potentiellement à quelqu'un, enfin c'est le serveur qui gère, alors que là, le serveur par exemple ne peut pas rajouter dans le groupe un device fantôme qu'il communiquerait à personne. Parce qu'en fait, de toute façon, les messages sont chiffrés uniquement pour les destinataires que connaît le téléphone originellement. Donc il ne peut pas y avoir comme ça de petits devices qui espionnent sans que le téléphone original le sache. Alors le problème de ça par contre, c'est que, vous avez vu, chaque participant, ça rajoute une clé chiffrée plus un petit morceau de son adresse. Et donc ça fait environ 100 octets par message. Donc dans la pratique, ça marche jusqu'à quelques centaines de devices par groupe. Au-delà, les téléphones commencent à avoir un peu du mal à avoir un téléphone vraiment récent avec beaucoup de mémoire. Donc c'est ce qu'on a pensé qui était mieux. Parce que dans la pratique, les très gros groupes, mais ça se rencontre pas si fréquemment que ça. Mais on travaille sur une amélioration qui viendra peut-être un jour. Encore du temps. Alors maintenant, on est content, tout marche bien, sauf que, donc comme tous les protocoles à base de diffie-hellman sur les échanges de clés, ils sont sensibles à la fameuse attaque de l'homme du milieu, à savoir que Alice, elle va publier ses clés sur un serveur, mais le serveur, en fait, il est compromis ou il a été, peut-être dès le début, en fait, c'était un serveur qui voulait espionner les gens. Et quand Bob va lui demander les clés d'Alice, en fait, il n'a pas donné les clés d'Alice, il va donner les clés de Eve, à savoir les clés qu'il a lui. Ensuite, Bob, lui, il n'est pas au courant, il pense que c'est les clés d'Alice. Il va créer sa session, mais pour créer sa session, on lui utilise sa clé d'identité à lui, plus celle qui pense être d'Alice. En fait, c'est celle du serveur. Donc il chiffre son message, mais en fait, il a le chiffré pour Eve, et pas pour Alice. Il envoie le message chiffré au serveur, qui lui va le déchiffrer, et ensuite le rechiffrer avec la clé publique d'Alice. Faire passer tout ça à Alice, en se faisant passer pour Bob. Alice, contente, reçoit son message de Bob, mais en fait, au milieu, le serveur, il a déchiffré.
Donc là, on se dit que tout ce qu'on a fait depuis le début, ben, ça ne servait à rien. Donc on est triste. D'ailleurs, dans la doc du protocole de signal, c'est bien écrit que si on ne fait pas quelque chose, la garantie d'associer une clé publique avec un expéditeur, c'est hors du protocole. Il faut trouver un moyen autre. Alors, le moyen qu'on trouvait WhatsApp et Signal, c'est d'avoir un espèce de fingerprint des deux clés publiques et de se les comparer. Donc c'est une longue liste de chiffres. Donc d'ailleurs, on pourrait profiter pour faire un petit sondage. Qui a WhatsApp sur son téléphone? Ouais. Vous pouvez lever la main, c'est bon, je ne prenais pas de nom. Bon, maintenant, qui savait que sur le téléphone, sur WhatsApp ou sur Signal, on peut cliquer sur le nom de l'utilisateur, et ensuite ça déroule un menu contextuel où il y a écrit soit chiffrement, soit vérification des codes. Ça ouvre et on a un QR code avec plein de chiffres. Bon, déjà on a un petit peu moins, on n'a plus que 5, 6. Voilà, maintenant, qui l'a déjà fait? De vérifier. Et qui l'a déjà fait avec tous ses contacts. Bon, voilà. Alors du coup, ce que propose pas aussi cette solution, c'est qu'en plus, on ne sait pas si on l'a déjà fait. D'ailleurs, de temps en temps, je ne sais pas si vous avez sûrement vu, dans une liste de discussion WhatsApp, il y a, attention, les clés d'identité de votre partenaire ont changé. Bon, ça, les gens le voient, et puis ils scrollent, ça disparaît. Il n'y a aucun moyen de savoir si on a vraiment déjà fait ou pas cette vérification. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé ZRTP. Alors ZRTP, c'est un protocole qui est assez utilisé en voix sur IP, qui permet d'échanger normalement des clés de chiffrement de voix ou de vidéo. Donc pendant un appel, tout bêtement, il y a tout un protocole qui est mis en place, et c'est un mécanisme assez efficace pour détecter l'attaque de l'homme du milieu. Je ne rentrerai pas dans la description de ZRTP parce que c'est trop long. Mais c'est pratiquement transparent pour les utilisateurs, on verra un peu plus tard comment ça marche. Et c'est mis en place dès qu'un appel est fait, l'utilisateur n'a rien à faire de spécifique, quoi. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait déjà une implémentation de ZRTP, on l'a légèrement étendue pour supporter justement les échanges de clés basés sur les courbes elliptiques, parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir se baser sur le même algorithme pour les messages que pour les appels, vu que de toute façon, comme ça, s'il y en a un qui est craqué, et dans la ZRTP, c'est un protocole qui a un peu plus de 10 ans, du coup ça ne supportait pas ces courbes-là, donc on a étendu dans ce truc. Dans la pratique, comment ça marche? Donc quand on fait un appel SIP, on envoie le SDP invite, et on rajoute, Alice va rajouter dans le SDP invite, donc SDP c'est assez flexible, on peut rajouter les attributs qu'on veut, donc tout en restant dans les clous de l'AFC, on rajoute dedans un attribut qui transmet la clé d'identité. Donc Bob lui va répondre avec son 200 OK, donc tout ça c'est standard, et rajoute lui aussi sa clé. Ensuite, donc le protocole ZRTP marche en gros au moment dans l'appel, au début de l'appel, il va calculer un espèce de condensé de tout l'échange de clés du début pour arriver à 4 caractères qui vont être échangés vocalement par l'utilisateur. Donc ça va être fait une fois dans toute l'historique des appels. Une fois que c'est fait, une fois que c'est validé, c'est enregistré dans les téléphones et ça reste. Donc c'est effectivement un truc à faire, c'est pas complètement transparent, mais c'est à faire une seule fois dans toute la vie des deux devices, quoi. Donc une fois que donc ça apparaît comme ça là sur l'écran, ça c'est une copie d'écran d'une phone qui vous dit l'interlocuteur doit dire ça et toi tu dis ça. Donc on fait la comparaison, c'est fait, ensuite c'est plié et les deux devices stockent chacun la clé de l'autre en l'associant avec leur grue. Du coup une fois qu'on a fait ça, si on retente l'attaque, là pareil, on oublie les clés, lui demande les clés, on lui donne les clés de Eve, il veut créer une session, mais là il dit attention, la clé de Eve qu'on m'a donnée, enfin la clé d'Alice qu'on m'a donnée, moi j'avais déjà sa clé publique, après il a besoin d'autres clés pour dériver sa session, mais il voit que c'est pas les mêmes, donc alerte de sécurité, on ne chiffre pas de message, on avertit l'utilisateur, et puis c'est plié. Donc comment ça marche? Il y a divers, dans l'interface de l'Inphone, il y a divers statuts de chaque device correspondant, où on peut l'avoir untrusted, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas confirmé l'identité, on a juste fait des messages qui sont chiffrés, mais on n'est pas sûr. Ou trusted, c'est-à-dire qu'on a fait ce petit échange de SAS, on a validé, effectivement, ça s'est bien passé, sachant que l'échange de SAS peut être fait à n'importe quel moment, avant ou après commencer à échanger des messages, dès que c'est fait une fois, ça valide le truc. Ou justement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, on a utilisé une clé, ou on a déjà utilisé une clé publique qui s'est révélée être pas la bonne, ou on a demandé une clé publique et ça s'est révélé être pas celle qu'on voulait. Donc ça se présente à peu près comme ça, dans une conversation on peut savoir tous les devices qui sont impliqués et avec leur niveau de sécurité. Donc c'est assez facile à accéder, on peut savoir tout de suite. Et donc le niveau de sécurité de toute la chatroom, c'est celui du plus bas device. Voilà. Une petite liste d'URL où vous pouvez aller chercher plein de documentation, l'implémentation de Lime. Alors il y a aussi toute une documentation qui explique qu'est-ce qui diffère entre Lime et Signal, parce que finalement il y a quelques petites différences. Donc,
Et voilà. Merci. Est-ce qu'on a une question ou deux dans l'audience? Moi j'ai une petite question, c'est vous avez modifié les protocoles de sécurité, du coup, quelles actions spécifiques vous mettez en œuvre, en plus de votre expertise pour le faire bien, pour s'assurer que vous n'avez pas pu introduire de vulnérabilité, sachant que les protocoles de sécurité, comme tu disais, en général, ils ont été examinés par des centaines d'experts dans le monde. En fait, globalement, sur donc, le signal de base, là, donc, nous, la différence entre ce qu'ils font dans le groupe et ce qu'on fait nous, finalement, en fait, ce qu'on fait nous, c'est plus revenir à la base du signal point à point. Donc ça, après, oui, ça ne peut pas introduire de vulnérabilité, vu qu'on utilise le protocole vraiment comme il était prévu. Alors qu'en fait, pour faire des groupes, finalement, ils ont détourné pour en faire un peu moins. Et après, la différence vraiment dans l'implémentation, c'est un point de détail qui fait que, en fait, avec une des bases de signal, c'est qu'il faut pouvoir faire un échange de clés et une signature avec la même clé. Donc ça, c'est possible que avec les clés de coproleptique. Et il y a une propriété qui transforme des clés qui sont des clés de signature vers des clés d'échange. C'est pas tout à fait le même format de clé. Eux, ils font dans un sens, et nous, en fait, on le fait dans l'autre parce que c'était finalement plus simple. Et à part ça, donc ils ne sont pas compatibles complètement, mais sinon, à part ça, tout est... Et le fait de faire la transformation dans un sens ou dans l'autre, ça a été plus ou moins validé avec notamment un des auteurs du protocole. Voilà. Après, le code a été plus ou moins audité. Bon, après, ça n'a pas été peut-être audité par des gens qui avaient un niveau pour comprendre tout le truc, mais on est assez confiant sur le fait que ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci.